Et est-ce qu'à cette époque, tu as eu l'occasion d'écouter Coltrane ou de Bien cette sûr, révolution ben oui. Mais on de allait Kind of voir, Blue? moi j'allais voir tout le monde, je sais pas, Billy Holiday, les Messengers, Dizzy Gillespie, Monk, oui, on allait voir tout le monde, Stan Getz, oui, bien sûr. Et Coltrane, évidemment. Et comment ça s'est passé, cette rencontre avec Coltrane? C'était quoi la première fois que Non, que tu as entendu? c'est à cause d'Éric Dolphy, qui habitait à un moment à Paris. Et il m'a dit, Coltrane, il cherche des anges qu'il n'arrive pas à trouver aux États-Unis, c'était des vibrators, ça n'a pas de nom. Je connais pas, non. Enfin, je connais son histoire, mais je ne connais Ouais, pas ouais. ses anges. Vibrator, c'était fait par une marque qui se présente plus deux rues. Bon, c'est une marque blanche. Ben, j'ai dit oui, mais moi je les connaissais ces anges, donc oui, je peux lui trouver des vibrators. Et c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que tu as mis en place, enfin, tu lui as envoyé des anges, c'est ça? C'est comme ça que j'ai envoyé des anges. Ouais. Et que deux, trois fois, il m'appelait à 3 heures du matin. Ouais, voilà, j'ai dit, vous pouvez avoir des vibrators de numéro 3 ou trois Et et tu demi, les je fais sais plus. envoyer aux États-Unis ou que quand il était à Paris? Ben, Coltrane, il n'a jamais habité à Paris. Oui, mais quand il passait en. Non, non, Oui, j'en ai envoyé aux États-Unis. ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il n'en trouvait pas là-bas. Et avec Dolphy, il avait commencé à monter un big band, je t'avais raconté ça. Non. On avait commencé, on a fait une ou deux répétitions dans un petit studio à Pigalle. Et puis, on a fait deux répétitions, et puis il est parti en Allemagne et il est mort. Et moi, ça m'aurait intéressé, mais c'est infaisable. Parce que j'ai très peu de souvenirs, ça n'a pas duré longtemps, de qui faisait partie de cette sorte de big band. Moi, j'ai toujours des partoches. Et je me disais, ce serait intéressant de pouvoir regrouper tout ça. Parce que Eric Dolphy, il n'a pas fait grand-chose dans cet esprit-là, en big band. C'était bien ça. Ouais. Bah non, je pense pas que ça se fasse un jour. Mais c'est des gens charmants. Oui. Franchement. Non, tous ces, bon, tous ces gens-là qui habitaient en France, à Paris, genre Don Cherry, tous ces mecs-là, Mhm. c'était formidable. Ouais. Très modeste, très humble, très. Ouais, formidable. Et Archie Ils venaient chez moi, les deux sont venus, mais pas ensemble, mais Eric Dolphy et Don Cherry, parce qu'ils voulaient écouter de la musique contemporaine, tu vois, des trucs de Schoenberg, Mhm. machin, de Stravinsky, etc., de Weber. Écouter du jazz, ils s'en fichaient un peu. Mhm. C'était pas le plus urgent pour eux. Donc ils venaient à la maison. Mais c'était d'une façon toute simple. Naturel, ouais. Ouais. Et c'est grâce un peu à Don Cherry que j'ai apprécié les mérites de la tradition orale. Parce qu'il t'amenait jamais un morceau de papier. Il te jouait le thème, s'il y avait une deuxième voix, il te jouait le thème, etc. Et puis il n'y avait jamais un bout de papier. Et je trouvais que c'est une très bonne façon pour apprendre les choses. Non seulement pour les apprendre, mais pour les retenir aussi. Et c'est pour ça que je faisais le cours de tradition orale au CNSM, de cette façon-là, en fait. Mhm. Oui, je me souviens bien. Euh, je me souviens, le premier thème qu'on avait appris, je crois que c'était Friday the 13th. Ouais, c'est un des plus. J'ai été sympa parce que Ouais. c'est un thème qui fait 4 mesures. Hein, tu vois, je me suis dit, on va commencer doucement. Hein. Mais en même temps, la question de la tradition orale, elle se faisait tout le temps, puisque vous écoutiez les uns les autres. Ben oui, Façonner un jeu, c'était bien écouter Béchette, Parker, Coltrane, ouais, Powell, et cette imprégnation-là ouais, qui passait pas par l'écrit, qui bien passait par sûr. le jeu, qui Ouais, faisait que la tradition orale, ouais. c'était pas seulement quand quelqu'un t'apprenait un thème pour le jouer, c'était tout le temps, parce que vous Bien étiez sûr. dans Ouais, dans la musique, tout simplement. absolument. Ouais.
Et alors là, on est dans les années. Alors à la fois, il y a eu plein de révolutions musicales dans toutes ces années. Coltrane a amené quelque chose. Don Cherry, cette équipe de musiciens qui gravitaient autour de lui, je pense effectivement à Jean-François Génie Clark, qui avait un profil un peu différent du tien, solide contrebassiste classique qui s'ouvre à le jazz, Ouais. qui va dans les musiques Ouais. libres. Il y a les Black Panthers aux États-Unis, il y a le mai 68, etc. C'est une période d'intense bouillonnement d'idées, de culture, de musique. Qu'est-ce qui te guide à l'époque? C'est quoi la boussole de François Jeannot? C'est de continuer à découvrir des choses qu'il ne connaissait pas, ou c'est de... Comment tu t'orientes? Donc au début des années 60, 62, on joue au Club Saint-Germain, on joue des répertoires jazz américains, en fait, tu vois, Mingus, Monk, etc. Mais déjà dès la fin 58-59 paraissent les premiers disques d'Ornette Coleman. Donc nous, évidemment, on est la jeune génération, ça nous intéresse. Et puis ensuite, il se trouve qu'en 62 ou 3, je ne sais plus, il y avait Jean-François Génie Clark, Jacques Tolo, Jacques Paoli, qui était un pianiste. Non, c'est pas Jacques Tolo, c'est Aldo Romano. On va à un festival à Helsinki, 3 jours et 3 nuits dans le train pour y aller, c'était sympa. Autant pour revenir. Et là-bas, je vois, bon, on écoutait ces disques d'Ornette Coleman, etc., Cécile Taylor, mais c'est la première fois que je vois des musiciens dits, entre guillemets, free, en direct. C'est Archie Shepp avec Bill Dixon, trompettiste, et je ne sais plus son prénom, Jacques Perry, un clarinettiste. Non. Et donc là aussi, c'est un choc, ça, bien sûr. 62, c'est ça? Ouais, 62, 63. Ouais. Il y a quelque temps, avec Archie Shepp, on a parlé de ça, justement. Il se souvenait très bien de ce festival. Donc on était là-dedans, nous. Et après le Club Saint-Germain, j'ai continué à jouer, mais je continue à jouer avec qui? Avec François Tusk, avec Beb Guérin, avec une autre scène. Avec le Portal. Et il y a aussi une influence là-dedans, à cette époque-là, c'est le grand orchestre de Jeff Gilson, qui c'était un peu une folie, c'était un peu un orchestre libertaire, quoi. Ouais. Avec des tas de gens. Jacques Di Donato, il y a eu Portal, il y a eu Jean-Luc Ponty, des tas de gens. Ouais. Ça, c'était une belle expérience, l'orchestre de Gilson. Et du coup, ça change ta manière de penser à la musique, d'improviser. Oui, parce qu'on était on était dans le free, dans les milieu des années 60, on est dans le free pur et dur. On fait des concerts, je sais pas, 8, 10, 12 musiciens, on monte sur scène, on ne sait rien de ce qui va se passer, on n'a pas répété une seconde, il n'y a rien à lire, Dieu soit loué. Et il faut jouer 1 heure. Et avec le recul... il y a eu de bonnes choses, il y a à boire et à manger, forcément. Et est-ce que, à un moment donné, tu as l'impression que la chose est installée et elle se reproduit toujours pareil, ou au contraire... Mais rien n'est jamais installé. Parce que... Rien n'est jamais installé dans la musique. Si tu t'installes, t'es mort. Absolument. Mais du coup... Non, il y a des gens comme ça qui... t'es mort, j'exagère, mais il y a des gens comme ça qui sont... dans l'histoire du jazz, peu importe le moment de l'histoire, mais ils s'arrêtent à un moment donné, et puis tout ce qui est après, ça les intéresse plus, ils veulent pas y toucher. Ouais. Je suis pas au courant de ça. T'as jamais été tenté par cette chose-là.